pour trouble à l'ordre public. Et c'est ce qui met un terme à l'information de ce lundi. Mais nous enchaînons avec notre invitée de ce soir. Je vous l'annonçais en titre. Elle s'appelle Absa Anne. Elle est journaliste, membre du bureau exécutif national de la Convention des jeunes reporters du Sénégal. Et c'est avec un grand plaisir que je vous accueille sur ce plateau. Absa, bonsoir. Bonsoir et bonsoir aux téléspectateurs. Alors, la Convention des jeunes reporters du Sénégal qui vient donc pour une première de terminer et de publier une étude sur justement les conditions des journalistes au Sénégal. Qu'est-ce qui a motivé cette étude? Alors, Aurélie, pendant longtemps, on a toujours parlé de la précarité dans laquelle vivent les jeunes reporters, notamment dans les rédactions, les problèmes liés au contrat de travail, au salaire, entre autres problèmes. Et pour justement montrer ou bien démontrer de manière scientifique que ce qui se dit n'est pas que spéculation, c'est quelque chose de réel. C'est pour cela qu'en 2023, la Convention des jeunes reporters du Sénégal a pris la décision de mener une étude basée sur un questionnaire auquel les reporters ont répondu. Et c'est à partir de cela qu'on a pu tirer des conclusions montrant que réellement ce qui se disait était vraiment quelque chose de réel, que les conditions des jeunes reporters étaient vraiment déplorables, que si on vous dit que par exemple sur le nombre de personnes interrogées, 31%, un peu plus de 31% n'ont pas de salaire, et parmi les gens qui ont un salaire, un peu plus de 60% ne détiennent pas de contrat de travail, et pour la majorité d'entre eux, ne détiennent pas d'assurance maladie ou de couverture maladie, encore moins de cotisation à l'IPRES. Donc cela démontre que, encore une fois, les travailleurs des médias dans leur ensemble vivent dans des conditions vraiment déplorables. Alors, à quelle échelle on a pu faire cette estimation? Je veux dire, combien de journalistes ont été interrogés? J'ai compris tout à l'heure que c'était à travers des formulaires partagés. Alors, combien de journalistes avez-vous pu recueillir leurs réponses? Un peu plus de 216 reporters ont répondu au formulaire. C'est vrai qu'il y a eu un petit peu des gens qui à un moment donné n'ont pas accepté, même si c'était dans le sceau de l'anonymat. Et c'est pour justement protéger les reporters, parce qu'il y a de ces personnes qui vivent avec une peur de perdre par exemple leur travail, ou bien de perdre quelques privilèges qu'ils ont au niveau des rédactions, et qui n'ont pas voulu répondre. Mais globalement, on a pu dire que le chiffre qu'on a eu permet vraiment d'apprécier de manière générale les conditions de travail, et cela a confirmé ce qui s'est dit pendant longtemps. D'accord. Alors, dans cette étude, est-ce que seulement les journalistes ont réagi? C'est des reporters, des journalistes, ou bien il y a également des patrons de presse qui ont été interpellés pour qu'ils puissent apporter également leur réaction? Étant donné que c'était un formulaire, il n'y a pas que des journalistes, parce que dans les maisons de presse, on ne trouve pas que des journalistes, il y a aussi des techniciens, il y a aussi des rédacteurs en chef, des grands reporters qui ont aussi répondu à notre questionnaire. Alors, 277, vous m'avez dit, journalistes qui ont répondu. C'est pas pour minimiser le résultat du rapport, loin de là, parce que ça prouve quand même qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans des difficultés. Mais est-ce que ça ne prouve pas qu'il y a beaucoup plus de journalistes qui sont dans cette situation, mais qui ne veulent pas tout simplement en parler? C'est à l'image, par exemple, des syndicats dans les maisons de presse. Parce qu'on a vu que la plupart, justement, des personnes qui ont répondu n'appartiennent pas à un syndicat.
ou que dans leur entreprise de presse, il n'existe pas de section SYNPICS. C'est pour montrer que, en fait, les gens réchignent en fait à décrire leur situation. Comme je l'ai dit tout à l'heure, quelque part c'est par méconnaissance, quelquefois c'est par peur de perdre le petit salaire qu'on a, parce que peut-être il n'est pas évident de retrouver à peu près le même salaire dans une autre entreprise, ou que même il sera facile de trouver encore du travail. Donc c'est pour cela que quelquefois les gens hésitent à parler de leur situation, mais quand même nous restons convaincus que ce chiffre-là peut donner une image d'ensemble de ce qui se passe dans les entreprises de presse. Nous parlerons certainement des recommandations, mais avant, est-ce qu'avec cette situation également, il sera facile de régler justement ces problèmes dans les maisons de presse? C'est vrai que c'est des problèmes qui intéressent généralement les reporters, mais pour pouvoir solutionner cela, justement, il faut un engagement de tous, que ce soit les reporters, que ce soit les patrons de presse, que ce soit l'État qui détient la régulation dans les entreprises. Il faudra un engagement de tout le monde pour pouvoir régler ces problèmes-là. Vous l'avez dit tout à l'heure, il y a eu des recommandations à la fin du rapport, peut-être qu'on en reparlera. Mais d'abord, que les reporters acceptent d'abord de parler de leur situation, qu'ils acceptent de dire que mon patron n'accepte pas de me donner un contrat, mon patron continue de prolonger mes stages, mon patron ne veut pas verser des cotisations à l'IPRES, mon patron, lorsque je tombe malade, ne s'assure pas que je me soigne correctement, qu'ils aient le courage de dénoncer cela d'abord, pour que l'on puisse savoir à quel niveau le problème se situe réellement. Mais aussi, on ne va pas occulter une autre réalité, et c'est que les entreprises de presse aussi vivent dans des difficultés. Et cela ne date pas de maintenant, et ce n'est pas un problème spécifique au Sénégal. Maintenant, ce qu'on a trouvé un petit peu gauche, c'est que beaucoup de patrons de presse aient crié quelques semaines après l'installation du nouveau régime, alors qu'au préalable, avant de crier faillite, il y a des étapes à franchir, et parmi ces étapes, justement, c'est de mettre de la clarté dans le mode de fonctionnement des entreprises et dans la situation, par exemple, financière des entreprises. Donc, ce qu'on a vu, c'est qu'on s'est levé du jour au lendemain, entendre les patrons de presse crier, et ce qui est dommage, c'est que d'habitude, dans les combats, surtout de ce genre, lorsque tout le monde s'engage, quand les résultats commencent à tomber, on voit que le patron, lui, change sa voiture, mais que le reporter reste toujours dans la même situation. Donc, on s'est dit que cette fois-ci, il fallait vraiment pas se démarquer, mais dire qu'il y a certes ce problème-là du modèle économique des entreprises, mais il y a aussi, d'une autre part, les reporters qui continuent à souffrir malgré aussi toutes les initiatives prises par les États, par les gouvernants de l'ancien régime. La précarité continue de perdurer au niveau des reporters, et ça aussi c'est une réalité à ne pas négliger. Mais est-ce que également les reporters s'engagent réellement pour sortir de cette situation? Parce que c'est vrai que à chaque fois dans cette édition, on a montré beaucoup de personnes qui réclament des droits, mais malheureusement, c'est les médias qui détiennent justement ce médium important, mais on n'arrive pas à mettre sur la table les problèmes des journalistes. On entend rarement les gens en parler. Donc, est-ce une faille de la part de l'engagement du reporter? Oui, il y a l'engagement à revoir, parce que aussi les organisations ont beau porter le plaidoyer, s'il n'y a pas derrière des gens engagés, résolus à lutter contre ces problèmes-là, cela risque de poser même une question de légitimité en fait des représentants de ces organisations-là. Si par
exemple, on ne voit que tout le temps les mêmes personnes, à la fin, on se dira, mais est-ce que réellement, derrière ces organisations, il y a des personnes? Alors que si, il y a des personnes qui vivent dans ces situations décrites par les organisations de presse, mais qui malheureusement, peut-être, ou quelquefois, c'est des contraintes aussi liées au métier, parce que quelquefois, on nous appelle à une mobilisation alors qu'il y a d'autres couvertures à faire. Donc, quelquefois, c'est vrai, ça peut être lié à l'engagement, mais aussi des contraintes, quelquefois même financières, parce que le reporter qui, par exemple, tout à l'heure, j'ai dit qu'un peu plus de 30% des personnes interrogées n'ont pas de salaire. Si ils doivent se lever, aller, par exemple, couvrir un événement, tout en sachant que derrière, il y aura un per diem qui sera donné et qui pourront peut-être amener ça chez eux, mais je pense qu'ils préféreront aller là-bas que de venir à une mobilisation organisée pour justement lutter contre ces faits-là qui conduisent à ce que le reporter soit obligé d'aller prendre des per diem. Et est-ce que cette situation aujourd'hui n'est pas la résultante, de la situation actuelle de la presse? Parce que la presse est beaucoup décriée, la qualité des productions, c'est vrai, il ne faut pas généraliser, mais c'est un constat quand même que aujourd'hui, beaucoup de personnes disent que la presse ne joue plus son rôle. Est-ce que cette situation aujourd'hui pourrait expliquer un tel fait? Bon, c'est vrai que les gens ont tendance à dire que la presse ne joue plus son rôle, mais tous les jours, on suit des reportages à la télé, on entend des reportages à la radio et on lit des journaux. Donc, si la presse ne joue pas son rôle, alors que tous les jours, il y a l'information qui passe, alors quel est le rôle de la presse? Si le rôle de la presse revient, par exemple, à prendre parti, certains diront non. Oui, si le rôle de la presse, c'est d'être d'un côté ou d'un bord, parce que aussi les gens en réalité qui disent que la presse ne joue plus son rôle, s'attendent à ce que la presse soit de leur côté, alors que la mission du journaliste, c'est de vraiment donner l'information, recueillir des faits, les traiter et les diffuser. Maintenant, peu importe qui ça arrange ou qui ça n'arrange pas, l'essentiel c'est que l'information soit relayée et je pense que c'est ça le rôle du journaliste. Maintenant, tous les jours, je l'ai dit, tous les jours, il y a des reportages que nous suivons à la télé, à la radio, nous lisons des journaux, nous voyons que l'information continue à circuler. C'est vrai qu'il y a aussi des efforts à faire sur la production, c'est vrai, mais aussi il y a des choses qui sont faites et je pense que dire que la production reste à il suffit juste en fait de suivre le gala de la Convention des jeunes reporters pour se rendre compte que les reporters font de magnifiques choses chaque année et justement c'est ce que nous récompensons avec le gala de la Convention des jeunes reporters. Par rapport à ce gala, j'ai l'impression que beaucoup de personnes ne comprennent pas ce qu'il y a derrière parce qu'ils voient juste l'organisation du gala de la presse, mais derrière il y a la récompense des meilleurs reporters. Justement, on récompense chaque année les meilleures productions, en tout cas qui participent au concours de la Convention des jeunes reporters. Et derrière, c'est pour montrer, c'est pour répondre à ces gens qui continuent de dire que la presse ne joue plus son rôle, qu'il y a des gens qui sont là, qui font leur travail, qui ne cherchent pas le buzz. C'est surtout ça en fait, qui ne cherchent pas le buzz et qui font le travail correctement dans la discrétion en respectant les règles d'éthique et de déontologie. Alors pour justement revenir à votre l'étude de la Convention des jeunes reporters, quelles ont été les recommandations qui en sont sorties? Alors il y a eu 10 recommandations, je ne vais citer que quelques et c'est surtout à l'endroit de l'État du Sénégal pour qu'il puisse veiller vraiment au respect des règles du Code du travail dans les entreprises de presse, qu'il y ait beaucoup plus d'inspections pour que les gens puissent voir si, par exemple, les contrats sont respectés, si les employés détiennent des couvertures maladie, si les employés sont dans de bonnes conditions, si la convention collective est respectée, si les salaires arrivent à l'heure, qu'il y ait beaucoup plus de contrôle,
mais qu'il y ait aussi un accompagnement des entreprises vraiment qui méritent d'exister, et que si qu'on apporte les réformes qu'il faut, qu'on n'ait pas peur si quelques entreprises de presse doivent disparaître, pourquoi pas, si cela permettrait d'assainir le milieu, si cela permettrait qu'il y ait une concurrence beaucoup plus loyale entre médias, pourquoi pas ne pas aller vers cela, mais vraiment que l'État mette ce qu'il faut pour que déjà les travailleurs ne continuent pas à vivre dans des conditions qui les obligent à justement aller prendre des per diem. Justement, ces travailleurs en question, les reporters, est-ce qu'il y a parmi ces recommandations quelque part où on les invite à saisir la justice? Parce que certes, il faut des visites de terrain de la part de l'inspection du travail, mais aussi il faudrait que les reporters aient le courage de saisir la justice lorsqu'ils sont dans ces situations. Je pense que cela devrait commencer par le fait que les reporters soient conscients de ses droits. Et on a remarqué qu'il y a des gens qui sont dans les entreprises de presse, mais qui ne connaissent pas le code du travail, qui ne connaissent pas ce que dit la convention collective. Alors qu'ils aillent d'abord voir les textes, qu'ils comparent cela par rapport à leur situation, qu'ils essaient de voir les manquements et qu'ils constituent pourquoi pas un syndicat au sein de l'entreprise pour parler à la direction. Parce que aussi, il ne faut pas aller directement vers une confrontation parce que l'entreprise, que l'entreprise soit dans une situation paisible, que l'entreprise soit pérenne et que cela aussi est de la responsabilité du reporter. Donc, qu'il crée un dialogue entre les travailleurs et le patronat d'abord. Et maintenant, si cela n'aboutit pas, oui, ne pas hésiter à saisir le tribunal du travail si on sent que ces droits ont été bafoués. Alors, pour parler de la situation des journalistes ou des reporters de manière générale, vous, en tant que femme, je ne souhaiterais pas revenir sur cette situation, mais on a eu à observer lors de manifestations quelques dérives de la part de forces de l'ordre. Vous en avez été victime. Aujourd'hui, quelles sont les leçons que vous en avez tirées et qui pourraient aller dans le sens de sensibiliser les jeunes reporters de manière générale? Il faudra d'abord que l'on sensibilise davantage les forces de l'ordre qui sont sur le terrain pour qu'ils sachent que les journalistes ne sont pas leurs ennemis. Et ils sont comme eux en train de faire leur travail et que le mieux c'est de voir comment collaborer pour que chacun puisse faire son travail correctement et ne pas gêner l'autre. C'est un travail qu'on avait commencé parce qu'on avait organisé des formations avec le ministère de l'Intérieur et c'est d'ailleurs eux qui nous avaient dit que par exemple en cas de manifestation pour plus de sûreté il est préférable que les journalistes se mettent derrière les forces de l'ordre. Malheureusement quelquefois, il y a des heures, quelquefois il y a des dérives que l'on ne souhaite pas. Et ce qui est à retenir, c'est que chacun puisse faire son travail dans le respect de l'autre. Chacun puisse faire son travail tout en sachant que l'autre personne qui est à ses côtés est là aussi pour faire son travail et qui doit pouvoir le faire tout en respectant les règles qui ont été préétabli et je pense que qu'il y ait aussi un peu plus qu'il y ait moins de zèle en fait, qu'il y ait moins de zèle de la part des forces de l'ordre parce que ce jour-là, je tiens à rappeler que nous ne gênions du tout pas le travail des FDS. Ils nous ont trouvés alors qu'on était en train de partir. Ils ont commencé à nous hurler dessus, nous lancer des gaz lacrymogènes. Ensuite, on a été arrêtés, on a été tabassés, ce que rien ne justifie en fin de compte. Donc, qu'il y ait moins de zèle, qu'ils sachent que les reporters qui sont là-bas ne font que leur travail. Alors, au niveau de la Convention des jeunes reporters, est-ce que, bon, parce qu'on a vu dans leur démarche, à chaque fois qu'il y a une situation qui met en danger un reporter, ils se lèvent pour proposer des solutions. Est-ce que par rapport à ces situations-là, nous n'espérons pas revivre ça au Sénégal, certes, mais par rapport, si toutefois ça se reproduisait, il est prévu quelque chose pour au moins sensibiliser les journalistes. C'est vrai que ça doit se faire au niveau des rédactions, mais à défaut, est-ce que la Convention prévoit quelque chose? Et il faut rappeler
que la convention a pour mission la formation initiale et la formation continue. Et dans cette formation-là, il y a justement quelque part où on rappelle aux reporters comment se tenir durant ces situations-là. Et c'est ce que nous avons fait. C'est d'ailleurs pour cela qu'on avait fait une formation avec le ministère de l'Intérieur pour justement revenir sur les codes. Et c'est d'ailleurs le ministère qui nous avait dit autant, je me rappelle que d'habitude les journalistes, lorsqu'ils sont sur le terrain, ils ne sont pas identifiables. Donc on s'est dit qu'on allait porter les gilets. Mais maintenant, lorsqu'on porte les gilets, c'est vrai que quelquefois c'est compliqué parce que justement, des gens font exprès, ils voient les gilets, mais quand même, ils lancent des gaz lacrymogènes. C'est-à-dire que les journalistes sont identifiés. Quelquefois, ce sont les FDS qui s'attaquent directement à eux, mais d'autre part aussi, ce sont les manifestants eux-mêmes qui s'attaquent aux journalistes parce que justement, il est identifié avec le gilet. Donc, il y a aussi la carte de presse qui est là. Moi, ce jour-là, je portais ma carte de presse et malgré tout, j'ai subi ce que j'ai subi. Donc, il faut davantage sensibiliser, certes, les reporters pour qu'ils sachent comment se tenir lorsqu'il y a des manifestations, mais aussi sensibiliser les forces de l'ordre pour qu'il y ait moins de actes. Oui, alors aujourd'hui, on a au Sénégal un nouveau gouvernement, un nouveau président de la République qui a quand même saisi les associations de presse à l'occasion de la Journée internationale de la presse. Comment avez-vous accueilli cette réaction du nouveau président Bassirou Diomaye Diakhar Faye? Alors, c'est quelque chose à saluer parce que c'est une première. Auparavant, on n'avait jamais reçu de lettre de la part d'un président de la République à l'occasion de la célébration de la Journée de la liberté de la presse. Donc, c'est quelque chose que nous saluons. Cela peut-être montre la voie que compte prendre le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, dans le sens de réguler notre secteur. Et c'est dans le cadre justement de réguler, d'assainir le secteur, il est le bienvenu parce que c'est ce que nous demandons, c'est tout ce que nous demandons, qu'il y ait beaucoup plus de régulation, qu'il y ait beaucoup plus de surveillance au niveau des entreprises de presse, qu'il y ait un assainissement pour que chacun puisse savoir qui est journaliste et qui ne l'est pas. Il y a déjà la carte de presse, mais il y a davantage de choses à faire. Il y a aussi un accompagnement peut-être à faire pour les entreprises de presse, pourquoi pas, pour que les entreprises vraiment qui le méritent, qui comptent aller dans le sens de respecter les droits des travailleurs, qu'ils soient accompagnés, qu'il y ait beaucoup plus, par exemple, que les entreprises soient accompagnées, en fait, que la concurrence soit beaucoup plus loyale, parce que traiter de la même manière, par exemple, le journal qui n'a qu'une une, le matin et le journal qui produit plusieurs pages et que l'on retrouve au kiosque, je pense que c'est une concurrence déloyale. Donc que les entreprises, nous on n'a pas peur de le dire en fait au niveau de la convention des jeunes reporters, que les entreprises qui doivent disparaître disparaissent et que les entreprises qui peuvent rester en respectant les conditions, les règles du code du travail et de la convention des collectives, qu'ils restent et qu'ils soient accompagnés par l'État du Sénégal, parce qu'aussi il y va justement du respect de la dignité des travailleurs. Absolument. Alors, les prochaines étapes avec la Convention, on a vu cette étude qui est qu'on pourrait saluer avec les résultats qu'on a vus, mais ne faudrait-il pas aller également, parce que là, vous l'avez dit, c'était sous l'anonymat, est-ce qu'il ne faudrait pas, pour plus d'impact, aller vers des déclarations à visage découvert, comme ça, on connaîtra les organes de presse qui ne respectent pas la règle. Je suppose qu'ils seront nombreux, mais bon, au moins aller vers ça pour espérer avoir plus d'impact en réalité. Pourquoi pas? Ça, c'est un début. Et il y a un nouveau régime qui vient de s'installer. Ils ont évoqué leur volonté de mettre en œuvre des réformes justement allant dans le sens de réguler notre secteur. Donc pourquoi pas, mais c'est quelque chose que peut-être on fera pas à pas en fonction de ce qui nous sera soumis. Il y a aussi, ne l'oublions pas, les conclusions des assises des